I'm not going to suck a dick unless I'm going to do it great. I'm not going to write a book unless I'm going to do it great. I'm not going to cook a meal unless I'm going to do it. I'm not going to do I'm not going to touch anything unless I plan on doing it better than anyone else you've ever met in your entire life. MTV est mort. Clap de fin. Vive MTV. La fin d'une époque. Au début des années 2000, le clip était devenu la plus grande scène au monde. Très certainement, si vous regardez cette vidéo, vous avez découvert beaucoup d'artistes pour une génération assis devant vos télés à attendre qu'un clip passe, à attendre qu'il repasse. Et dans cette énergie-là, ce n'était plus simplement de la musique. C'était un rêve filmé, un fantasme collectif. Et dans ce rêve, dans ce fantasme, il y avait toujours une femme, ou alors deux femmes, ou alors trois femmes. En tout cas, elles étaient là, elles étaient présentes. Une femme qui attirait l'attention, qui attirait la lumière, et qui, au fur et à mesure que le morceau s'avançait, en fait, elle aussi, elle s'effaçait. Ces femmes, c'était ce qu'on appelait les muses du hip-hop et du R&B. Ces femmes, c'était les vidéos vixen. Ce sont les ancêtres des influenceuses, les reines-mères de Kim Kardashian. Elles étaient partout, mais personne ne les écoutait. Elles étaient visibles, mais elles étaient totalement effacées. Elles représentaient le désir. Tout le monde les aimait. Enfin, on connaissait leurs noms. Des fois, certains aimaient les suivre et les revoir dans d'autres clips. Elles étaient dans cet idéal de désir, de beauté avec du champagne, de la réussite. Et pourtant, elles sont surtout l'un des paradoxes les plus profonds de la culture afro-américaine, la glorification d'un corps qui n'a jamais appartenu à celle qui l'habitait. L'histoire des femmes des clips de rap et de R&B qu'on va se raconter est triste, parfois injuste, souvent scandaleuse et très dure. Mais paradoxalement, elle est incroyablement importante parce que c'est la première fois que le corps des femmes noires, grâce à elle, va être célébré en tant que désir dans le mainstream. Leurs hanches, les lèvres et tout, dans l'imagerie moderne, ça n'avait pas existé. C'est elles qui vont ouvrir la voie en tant qu'esclaves, bourrées de champagne et de luxure, mais esclaves quand même. Vous connaissez sans doute tous ce visage, parce que si vous avez déjà vu le clip de Big Pimpin', vous voyez ce regard fringant. Tout le monde se rappelle de cette dame qu'on appelle Gloria Velez. Alors, peut-être que vous ne connaissez pas son nom, mais vous l'avez sans doute vu, son allure. C'était la principale vixen de Rough Riders. On la retrouve dans les clips de DMX. Dans les clips de Ja Rule. Et en fait, chaque époque du rap, comme vous le savez, a ses codes. C'est-à-dire que dans les années 80, c'est plutôt le micro et la street. Dans les années 90, on entre dans quelque chose de plus gangsta rap avec une sorte de virilité plus affirmée. Et progressivement, l'icône des vixen arrive dans les années 2000 parce que c'est la grande époque de réalisateurs comme Hype Williams, Director X, Benny Boom. Ce sont de jeunes réalisateurs qui renouvellent le game, qui travaillent aussi avec des rappeurs et qui en fait vont initier une nouvelle façon de filmer non seulement les vidéos mais aussi les femmes. Pendant très longtemps, c'était les réalisateurs hollywoodiens qui parfois faisaient les clips et en fait ils avaient le même regard sur la femme et souvent sur les femmes blanches. On retrouvait globalement dans l'imagerie de Hollywood toujours principalement depuis 50 ans des femmes noires ou alors des corps fins, discrets selon les codes d'Hollywood évidemment. Et effectivement ces codes-là se sont souvent retranscrits même dans la musique noire, c'est-à-dire que pour certaines icônes que vous connaissez, si vous êtes très fin, vous allez voir que on retrouve souvent certains traits, une certaine posture, une certaine manière de s'habiller, un certain corps. Et ça, c'était pas innocent. C'est parce que, vu que l'industrie adoptait certains codes, en fait, on se ralliait beaucoup à ces codes-là. Et d'ailleurs, on va l'aborder. C'est-à-dire que ce n'est pas pour rien que beaucoup de chanteuses afro-américaines ont des perruques. Ce n'est pas pour rien qu'on retrouve une certaine chirurgie bien précise chez beaucoup de chanteurs américains. C'est parce qu'il fallait correspondre aux codes d'Hollywood qui eux-mêmes sont moulés dans les codes de ce qu'on attend d'une population blanche. Là, le hip-hop devenant un genre qui marche de plus en plus et s'imposant avec un véritable public et une véritable rentabilité, en fait, il va y avoir le fameux lien dont on avait parlé dans la vidéo sur Didi. C'est-à-dire qu'on va avoir un hip-hop beaucoup plus léger, beaucoup plus festif, où on vous invite à venir faire la fête avec nous et à venir vous amuser. La logique est ostentatoire. On est riche, on est beau, on vit la fast life et en plus on est talentueux. Il y a
toute une idéologie du capitalisme qui va être totalement reprise par le hip-hop et ce n'est pas évident parce qu'à la base, ce n'est pas censé être le cas. Mais en tout cas, dans cette idéologie-là, on retrouve effectivement des codes très capitalistes, à savoir que j'ai une grosse voiture, j'ai une grosse maison, j'ai de grosses chaînes et j'ai de belles meufs. Les femmes vont devenir, au même titre que tous les objets autour des rappeurs, des objets de collection des clips. C'est quelque chose qui est plus ou moins iconisé au milieu des années 90 et qui va devenir une vraie stratégie à partir du début des années 2000. Parce que les réalisateurs comprennent que le public aime ça, qu'il y a un autre public qui regarde les clips et pour pouvoir séduire cet autre public qui regarde les clips et qui n'est plus le public d'Hollywood, en fait, ils vont leur servir ce qu'ils aiment. Et ils vont donc chercher des femmes noires et latinas, très belles, très sexy, qui vont pouvoir exposer leur forme, les gros seins, les grosses fesses. Je sais que là, tout de suite, pour un jeune qui a peut-être 18 ans, ça lui paraît totalement banal. Mais à l'époque, c'est une révolution. Il faut savoir que Jennifer Lopez est une révolution pour Hollywood. Alors, c'est une folie, mais c'est vrai. C'est-à-dire que quand elle arrive, le fait que Jennifer Lopez, pour beaucoup de gens à Hollywood, avec de grosses fesses, va créer un séisme. Et d'ailleurs, c'est un des arguments de sa carrière. En réalité, quand on y pense, et avec le recul aujourd'hui, Jennifer Lopez n'a jamais eu un gros popotin. C'est le plus gros mensonge de mon enfance. Parce que, en plus, on racontait à l'époque, pour vous dire, j'oublierai jamais ça, que les fesses de Jennifer Lopez étaient assurées. Tellement c'était précieux. Mais quand tu vois ça avec le recul, tu te dis, mais ils s'en foutent de notre gueule. Même Janet Jackson a le plus grosse fesses. Mais ça montre à quel point le monde est un autre monde. Alors, ce qui est en train de se passer, et qui se passe de façon un peu brutale, même bruyante, mais c'est souvent comme ça dans ce genre de cas, n'est rien d'autre qu'une révolution socio-culturelle. Alors, je sais que certains vont dire, mais de quoi il est en train de parler? Mais c'est ce qui est en train d'arriver. Alors, c'est brutal, c'est difficile. Mais toutes ces femmes-là qui exposent leur corps dans les clips et qu'on voit de plus en plus imprègnent. Et comme le hip-hop ne touche pas que, désormais, les Noirs et les Latinos à propension à aller vers un public blanc, en fait, eux aussi, parfois, s'habituent de plus en plus à avoir ces corps qu'ils ne voyaient pas du tout avant, vu que ces corps n'étaient pas exposés et surtout, n'étaient pas célébrés pour leur sensualité, leur sexualité. Des fois, ils étaient même marginalisés. Là, effectivement, elles sont célébrées parce qu'elles sont belles. Dès qu'elles passent, tout le monde a envie de les toucher. Enfin, et c'est comme ça que petit à petit, les scènes sont de plus en plus célèbres. On peut parler de Kitoy Johnson avec le Outkast dans The Way You Move. Mais la particularité à ce moment de l'histoire, vu que nous sommes encore en 2002, c'est justement le fait que personne ne connaisse leur nom. Elles sont partout, elles existent tout le temps, on les voit de clip en clip. Pasha Bichdel qu'on retrouvait dans Hot in Here, dans Gimme the Light. Tout est centré sur les producteurs, les réalisateurs. C'est vraiment un regard masculin porté sur leur féminité. Et ça va continuer au moment où on va effectivement connaître leur nom, parce que plusieurs magazines, King Magazine ou encore Smooth Magazine pour les plus célèbres, vont décider de faire du business avec les vixens. Elles vont devenir de vraies personnalités après les clips. Elles vont faire les couvertures. Et ces fameux magazines, King Magazine, Smooth Magazine, XXL Magazine, qui vont souvent mettre des vixens en couverture, vont se vendre à des milliers d'exemplaires. Les gens vont se précipiter pour aller juste acheter les fameuses femmes des clips. Elles étaient trop belles. Elles ont changé le monde. Et là, si vous êtes peut-être une personne saine d'esprit, que vous ne connaissez pas Instagram ou TikTok, et que vous débarquez comme ça du 19e siècle, après avoir lu un poème de Maya Angelou, vous pourrez vous dire, oui, mais Stevie, excuse-nous, elles ont changé le monde, c'est qui? C'est Rosa Parks, parce que j'ai rien compris. C'est vrai qu'elles ont de grosses fesses, de gros seins, et qu'elles sont peut-être belles à ton goût, peut-être, mais on ne comprend toujours pas pourquoi est-ce qu'elles ont changé le monde, en fait. Laquelle a accouché de Michael Jackson? Alors, déjà, je suis pas d'accord avec vous. Être muse, c'est un vrai métier. Amanda Lear en sait quelque chose. Et surtout, en fait, quand on réécoute les textes du hip-hop et qu'on voit l'évolution du hip-hop, on ne peut pas nier qu'il y a un impact de vixen. Quand on écoute, par exemple, Candy Shop, j'imagine que déjà le clip est une représentation de ce que c'est que le fantasme masculin à son paroxysme.
Welcome to the candy shop. Mais si on va plus loin, forcément, quand il a écrit la chanson, il pensait déjà au clip. Il pensait déjà qu'il serait le roi de cet univers-là parce que cet univers se présentait à lui. C'était déjà dans son air. C'est un cercle vertueux vicieux, c'est-à-dire que il s'entretient de lui-même. Et du coup, dans le clip de Candy Shop, on retrouve deux vidéos vixen. Jessica Cartwright, c'est elle qui joue la dominatrice. Et Stephanie Evans, c'est elle qui joue l'infirmière. C'est par elle que le scandale va arriver ou alors qu'il va totalement éclater parce qu'en fait, vous vous doutiez bien que il y avait quand même quelque chose qui clochait dans tout ça parce qu'effectivement, si ces femmes sont très belles, que vous avez aimé les regarder, que beaucoup ont aimé acheter les magazines, en fait, ce n'était pas une économie viable pour elles dans les années 2000. Très souvent, elles apparaissaient dans les clips, en fait, t'apparais dans le clip, le réalisateur veut que tu montes tes seins, que tu montes tes fesses, mais bon, pourquoi est-ce que il va te payer cher, il va te payer $1000 et en plus, t'as pas de directive sur comment tu te comportes, t'es juste la meuf qu'on prend dans le clip, t'es pas la chanteuse et les chanteuses elles-mêmes, elles aiment pas ça. Si effectivement, ça va permettre à ce que certaines chanteuses expriment beaucoup plus leur forme, en fait, elles aiment pas non plus ces filles de clip là qui servent à rien, qui sont juste là à jouer les filles de clip, à être un peu des petites garces derrière elles, en fait, ça ne leur fait pas non plus plaisir d'être rattachées à ce genre de meuf. Personne ne va être réduite à une fille de clip. Donc finalement, elles sont marginalisées dans une industrie où elles sont la principale marchandise. Parce que si ça ne fonctionnait pas, on ne les verrait pas dans autant de clips. Parce que une fois, mais elles deviennent des stars dans plein de clips. Mais aussi, il n'y aurait pas de magazine qui se vendra à des milliers d'exemplaires simplement sur leur image. Tout le monde aime, mais les principales personnes qui vivent tout ça très mal sont les femmes des clips qui sont sous-payées et qui, très souvent, sont même agressées sexuellement par les rappeurs. Et c'est donc là que va arriver le service client buccal, l'art du micro, la session karaoké. Vous l'avez vu dans plusieurs clips, celui de Jay-Z, Hey Papi, ceux de R. Kelly, de LL Cool J. Oui, pour ceux qui n'avaient toujours pas compris, parce qu'il faut qu'on se calme pour que cette vidéo ne soit pas gênante pour vous comme pour moi. Si ça avait été l'autre micro, le micro que j'ai devant moi, je vous aurais envoyé les vocals depuis. Clairement, ici, il s'agit d'un autre micro. Cette vidéo est très gênante. Et d'ailleurs, Jadakiss parle d'elle dans une chanson. On l'appelait Superhead dans le milieu. Tout le monde connaissait qu'elle était incroyable à ce jeu-là. Mais c'est pas les vocals. How do you feel about the Superhead name that's kind of followed you around for all these years? I didn't make it up. Who made it up? Nobody made it up. It was in a Jadakiss song. Right. I'm not gonna suck a dick unless I'm gonna do it great. I'm not gonna write a book unless I'm gonna do it great. I'm not gonna cook a meal unless I'm gonna do it. I'm not gonna touch anything unless I plan on doing it better than anyone else you've ever met in your entire life. Cette jeune femme vient d'une famille où elle a été abusée par ses deux parents. Elle se fait V à l'âge de 13 ans. À 15 ans, elle rencontre Cool J Rap et il commence une relation qui va être décrite par elle comme une relation totalement abusive, surtout qu'effectivement, il est largement majeur au moment où la relation est entamée. Mais c'est à partir de là qu'elle va avoir son fameux surnom de maîtrise de l'art du micro. Parce qu'effectivement, elle décrit les rapports en disant « Il me faisait parfois pratiquer pendant 2 heures d'affilée. » C'est-à-dire qu'elle était sur son micro pendant 2 heures d'affilée. Si jamais il m'arrivait de ne pas faire comme j'étais censé le faire, je devais alors recommencer encore et encore jusqu'à ce qu'il soit satisfait. Elle avait 15 ans. C'est lui qui l'introduit à l'industrie musicale. Il va commencer à la forcer à avoir des rapports pour de l'argent. Elle va finir par le quitter, mais elle va vouloir garder ce mode de vie et elle va vouloir continuer à être intéressée par tout cet univers de paillettes. Et c'est donc comme ça qu'elle va enchaîner les relations, selon elle-même, avec pas mal de gens dans le game, avec pas mal de rappeurs, en se disant à chaque fois, si tu es prêt à payer mes factures parce que j'ai un enfant, ok, il y a pas de souci. Et elle va donc un jour se faire repérer par Hype Williams qui va lui dire, tu es magnifique, ce serait cool que tu commences à apparaître dans les clips. Ce qu'elle va faire, elle va se lancer dans cet univers-là et elle va enchaîner les clips. Et pendant le moment où elle enchaîne les clips, tous les rappeurs sont à ses pieds, tout le monde veut avoir plus ou moins des rapports avec elle. Et elle explique aussi justement tout le mécanisme qu'elle vit, mais aussi que ses consoeurs vivent, c'est-à-dire que on va leur mettre les doigts dans le poisson rouge alors qu'elles ne demandent pas, on va les gifler, c'est-à-dire que elles sont considérées vraiment comme des objets aussi bien à l'écran qu'après le tournage et souvent donc c'est super mal payé. Et en plus, les filles sont obligées de se battre parce qu'elles se disent que si je suis la fille principale dans le clip, en fait, c'est un avantage pour moi, peut-être que je vais faire carrière, peut-être que je vais devenir chanteuse, donc qu'est-ce qu'elles font? Bien évidemment, elles vont coucher
avec les producteurs pour pouvoir avancer. C'est un bordel total derrière les écrans et derrière cette image de fête. Surtout que la farine n'est jamais loin. Et c'est justement un jour où Karine risque une overdose qu'elle se réveille. Elle se dit, j'ai un enfant encore en bas âge, en 2003, il faut que je le protège. Et elle décide donc de quitter totalement cet univers-là. Elle commence à vivre dans sa voiture parce qu'il n'y a pas de revenus en vérité, c'est-à-dire que c'est on vit au jour le jour. Et elle se dit, bon, j'ai quitté l'univers, mais tout le monde voulait avoir accès à mon poisson rouge. Tous les rappeurs là, bah, je vais les rappeler pour essayer d'être aidés en fait. Donc elle va rappeler tout le monde et tout le monde va lui chanter du Mariah Carey. Elle va appeler d'autres, ils vont lui chanter du Chelsea. Pas de poisson rouge. Pas de chocolat. Et c'est donc là qu'elle va encore plus mal vivre cette descente aux enfers et qu'elle va reprendre ses études et en 2005 sortir un livre absolument explosif qui va donc s'appeler Les Confessions d'une vidéo vixen. C'est un des livres les plus tristes et les plus iconiques des années 2000 dans tout ce qui est R&B et rap parce que justement on voit ce que c'est qu'une vidéo vixen et que pour beaucoup d'entre elles qui vont donc revendiquer souvent pas les détails parce qu'elle va citer les noms des rappeurs, mais la liaison du pourquoi elles en sont arrivées là, on voit qu'en fait c'est une femme traumatisée par son enfance, par ses blessures, qui finit par penser que son corps ne lui appartient pas. Et c'est donc pour ça effectivement qu'au début elle assumait le nom que tout le monde lui donnait dans le game, parce que je vous ai dit au début tout le monde l'appelait l'art du micro. C'est comme ça qu'on l'appelait, c'est comme ça qu'elle s'est fait repérer et c'est pour ça effectivement que tout le monde voulait avoir accès à son art du micro. Et en fait, elle explique elle-même dans le livre que je pensais que c'est ma seule manière d'exister, je pensais que c'est la seule valeur que j'avais, donc du coup je m'y suis accroché jusqu'à ce que je me rende compte que finalement je valais peut-être un peu mieux que ça. En tout cas dans le livre qui va faire énormément jaser à l'époque. Superhead is a moniker that I gave myself in a personal relationship of mine that I had. With an artist, and it was a joke between us based on our love life, and it was all of those things. But unfortunately, it got out, and once it got out, it got misunderstood. You know, I'm not saying it's not true. Superhead was a word between you two, or just between us. It's something that I came up with between us. It was funny to us. It was meaningful to us, and but then. I find that sometimes men talk more than women do. And then so it ended up being a thing of its own. And so what I did was, knowing that it was going to be, I knew that it would get out of control. I knew that with everything that I was doing, that it was going to come up. And so instead of allowing someone else to bring it up and try to bring me down with it, I decided to turn it around, be honest about it, talk about it, discuss it, and move on. Yeah. got it. Thank you very much. So much, I appreciate it. No problem. Take care. Je vais vous raconter deux, trois, parce que je sais que vous aimez ce genre d'histoire. On va passer sur deux, trois petits passages, vu qu'elle a effectivement couché avec une liste de personnalités absolument incroyables. DMX, Exhibit, Usher, Bobby Brown. Bobby Brown, d'ailleurs, elle explique que elle couche avec Bobby Brown pendant qu'il est en relation avec Whitney Houston, et Bobby Brown sera un des seuls à lui répondre parce qu'il va dire que je nie tout ce qu'elle raconte, c'est du mensonge. Je voulais lui porter plainte, mais finalement je vais pas lui porter plainte. Parce qu'effectivement, ce qui est très intéressant, c'est que personne ne va jamais lui porter plainte. Les rappeurs vont au contraire éviter de réagir à son fameux livre qui va pourtant atteindre le million d'exemplaires. Elle va faire Oprah Winfrey. Si elle fait Oprah Winfrey, faut vous rappeler qu'à l'époque, Oprah Winfrey, c'est 30 millions de personnes qui regardent l'émission, donc c'est pas rien. C'est un buzz de fou, et elle va se faire lapider par plein de hip-hopeux, parce qu'effectivement, elle dit que Irv Gotti la faisait tourner à plusieurs journalistes et avec des potes, que Shaquille O'Neal est venu chez elle un jour sans qu'elle l'ait invité pour prendre des meubles à sa taille, juste pour pouvoir passer chez elle quand il voulait, c'est-à-dire qu'il a débarqué comme ça, il lui a dit bonjour, je te connais pas, je prends des meubles comme ça parce que comme il est grand, et je viendrai chez toi pour le poisson rouge quand je veux. Mais ce n'est pas tout. Timbaland ne serait pas gâté par la nature, il ne saurait pas s'en sortir dans un lit. Reddy n'aime pas aller derrière, vous avez compris. Ça me gêne de vous raconter ça. Ouais, que je suis gêné. Des fois, je suis pas gêné, mais là, quand même, ça, en fait, c'est grave le quand même. Ja Rule était gentil, mais totalement infidèle. Et en gros, elle dit que Ja Rule, elle dormait souvent dans sa chambre, il couchait avec elle, et ensuite, il enchaînait avec plein d'autres femmes, et ça la dérangeait pas, parce que bon, elle se disait que c'était son utilité. Bon, voilà, elle était usée comme ça. Elle s'en contentait. Superhead recently announced that she's coming out with another book. I heard this, yes. You heard about this? I heard this, yeah. You were in her first book? Yes. Knowing Corinne's history, why do you think men continue to get involved with Corinne?
and then end up. Niggas like playing with fire, man. It's like a little kid. You tell you to listen, that right there, hot. Don't touch this hot. The little kid, what he do? Burn his motherfucking hand up. It's the same shit. Motherfuckers like playing with fire, man. I mean, Lil Wayne seems to have had some sort of ongoing type of thing with it. I don't get it, man. I don't get it, man. I really don't get it. And she's old as shit now. Like, you know what I'm saying? She's not even the young, you know, vixen or whatever she calls herself that she used to be. She's an old broad. You know what I'm saying? She's, you know, there's a lot of women out there that's not thinking like she's thinking, and to try to gain a dollar off of your pain or your, you know, your story. Like DMX l'a impressionné parce que il priait avant de faire le sexe en mode, il dit Dieu m'a envoyé te sauver et après boum, il lance dans le poisson rouge. Father God, I am just learning how to pray. Usher est décrit comme un homme obsédé par son image, mais qu'il était léger et doux avec elle, mais il était totalement obsédé par son image, de telle sorte qu'elle n'arrivait pas à avoir une vraie intimité avec lui. Jay-Z, elle n'a pas eu de relation intime avec lui, mais elle explique que le clip de Big Ping Ping était une humiliation collective et que elles étaient traitées comme du bétail. Et on va s'arrêter là, mais en gros, vous avez compris. Le livre cite nommément des personnes et raconte ce que c'était que l'envers du décor pour ces femmes-là. Et en plus, elle prend le parti de dire que je le dis aujourd'hui parce que je veux dénoncer et je veux que d'autres femmes ne se retrouvent pas dans la même situation que dans laquelle nous nous sommes retrouvés. Parce que nous, ça n'a pas été facile pour nous et nous avons été exploités par cette industrie et par ces hommes-là. Je n'étais pas une TDS au sens classique, mais je vendais mon corps à une industrie qui ne me payait pas avec de l'argent, mais avec de la visibilité. Elle raconte des trucs de fou, qu'il y avait des castings dans des villas, par exemple à Beverly Hills. En fait, les vixens devaient passer des castings. Et les directeurs ou alors les producteurs ou les réalisateurs disaient qu'il fallait tester les vixens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, vous passez tout à la casserole. Et en fait, celle qui c'est le mieux réussi, aura le droit d'avoir un plan principal dans les vidéos. C'est-à-dire que derrière tout ça, même si effectivement certaines acceptaient de leur plein gré, il y a quand même une sorte de coercition parce que finalement, elles se sentent plus ou moins obligées dans le sport de se dire que peut-être que je vais y arriver, peut-être que j'aurai une carrière. When a guy comes up to us and, you know, says, hey, come me. And the woman before him said, sure. Et l'une des autres qui a dénoncé ça, c'est bien sûr Melissa Ford, qui est une autre vixen très connue que vous avez vu dans le clip de Tong Song de Cisco, dans Usher, Yeah, dans You Don't Know My Name de Alicia Keys, dans Happy People de R. Kelly. Elle aura fait la meilleure transition de tous les vixens parce qu'elle est devenue une journaliste. Elle a réussi à faire une carrière un peu d'actrice. Je pense que c'est celle qui, dans cette génération, elle a le mieux réussi et qui s'est exprimée à plusieurs reprises, estimant effectivement que pour elle pense avoir contribué d'une certaine façon en étant une vixen à la mauvaise image des femmes noires parce que cette industrie était en réalité extrêmement nocive et dangereuse pour elle d'abord et pour toutes les petites filles qui voudraient faire ce qu'elle faisait dans ces fameux clips de rap. My history includes Jay-Z, Usher, Alicia Keys, Will Smith. But where do you see that line between empowerment and objectification? I think that the line is drawn whenever you're not in control of it. That's basically it. As you get older as a woman, and a woman who has lived and had the kind of professional career that I've had, you become very aware of how much the male gaze plays a role in your whole existence. And after a certain point in your life, that starts to become it's an ill-fitting suit. Ces femmes vont être extrêmement combattues par une grande partie de l'industrie du hip-hop, voire très violemment, parce que beaucoup vont dire « Mais où est votre responsabilité? Vous saviez très bien ce que vous faisiez. Maintenant, vous venez vous plaindre, notamment à Karine, on va lui dire que oui, mais toi, c'est parce que tu t'es retrouvé à la rue et que personne n'a voulu t'aider que finalement tu dénonces. Sinon, tu étais bien dans tout ça. » I'm glad you're doing good with your book, girl, but you living dangerous. Chill out. That's just, wow. Whew, I feel bad for those dudes in that book. Her whole point is she's selling a product, so she's doing whatever she could do to make money.
She's whack. Corinne is nuts. The lady is a tramp. On va beaucoup leur rejeter la faute à elle, mais en vérité, si vous prenez toutes les autres vixens, on se rend quand même bien compte que c'était très difficile pour toutes les autres femmes qu'on a vues de sortir de cette image-là et de retrouver une place dans l'industrie, parce que justement, c'était des femmes sans talent qui étaient mal vues. C'est-à-dire que ce n'est pas pour rien qu'aucune d'entre elles n'a eu une carrière pérenne dans toute cette industrie-là. C'est parce qu'ils savaient très très bien finalement ce qui se passait. Mais l'une des scènes qui aura marqué tout le monde et l'une des personnes les plus dures avec Karine Stefan n'étaient bizarrement pas les journalistes masculins de hip-hop, parce que beaucoup ont été très durs, mais c'était pas eux les plus durs. La personne qui a été la plus dure, et souvent dans ce genre de cas, c'est une femme. C'est bien sûr Tyra Banks, dans une interview célèbre avec Karine, qui lui assène des coups en lui disant « Mais non, mais tu voulais ça, et pourquoi est-ce que tu te plains aujourd'hui? Tu as profité du système. » Parce que c'était comme ça. C'était un autre monde. Me to be ashamed, and I'm not, and I think that it bothers a lot of people that I'm not ashamed. I admire the fact that you're not ashamed. I think what bothers me is that you're attracted to names, you're attracted to celebrity, and I think you do understand that naming these names means that, you know, this is going to get attention. L'interview avec Tyra Banks est très intéressante parce qu'on voit que Tyra Banks, qui est une mannequin, qui a dû subir aussi beaucoup de choses dans le milieu du mannequinat, est très ferme sur le fait d'avoir révélé les noms. Et je pense que dans cette interview-là, il ne se joue pas simplement le côté où Tyra défendrait une sorte de patriarcat. Je pense, pour ceux qui ont déjà vu l'interview, qu'il y a un réflexe de classe. En fait, je pense que Tyra Banks, dans un sens, défend une sorte de classe parce qu'elle défend les noms, en fait. Elle est surtout aguerrie sur le fait de dire pourquoi tu as donné les noms. That interview with Tyra Banks was ridiculous. I found it sad for her. I know some things about Tyra. It's a very small town. So when she attacked me, I remember thinking, not you. You? Okay. A lot of women have unrealistic views of this part of the industry. Life is essentially like a video, and it's just not. Well, it depends on the choices that you make. She says to me, I think behind the scenes, you know, those are my colleagues. And I thought, Shaka's your colleague? You guys dribble, you guys shoot in the gym together? Like, these are your colleagues, sweetie. You model underwear for a living. Du coup, à quoi ça vous fait penser? À quoi vous fait penser cette histoire? Parce que je trouve que cette histoire, aussi bizarre que ça puisse vous paraître, rappelle un peu l'histoire, vous voyez, des chanteurs soul noirs dans les années 60, 50 et tout. Vous savez, ils lançaient quelque chose et après ils se faisaient remplacer par des Elvis Presley et tout. Là, je vous vois, je sens que vous me méprisez, là. Vous me regardez avec des airs en mode, et laisse-nous tranquille, Stevie. Déjà qu'on a cliqué sur ta vidéo alors qu'on voulait, parler de D'Angelo et de Lana Del Rey, on a été bien content d'être avec toi. Donc, nous fais pas chier, là. Qu'est-ce qu'elles ont à voir avec les chanteurs de soul? Est-ce qu'elles savent chanter? Regardez. Prenez du recul. Si on prend le schéma, ces femmes sont des femmes noires et latinas qui avaient leur morphologie, c'est très important. Leur manière, elles se sont pas modifiées. C'est comme ça c'est leur vrai corps, en fait. Aucune d'elles n'a d'opération chirurgicale. C'est comme ça qu'on les repère dans la rue, vraiment. Elles ont même pas l'argent pour le faire. C'est leur vrai corps. C'est leur vraie bouche. C'est leur manière d'être, en fait, qu'elles vont mettre comme ça au monde et qui va être exploité parce qu'effectivement, les rappeurs, l'industrie et tout. Et le truc que je vous ai dit au début est très important. Avant ça, ces corps-là étaient pas bien vus par Hollywood, par le grand public, pas du tout. Mais par le hip-hop et par la manière dont ça arrive. Et aussi par le fait que les autres pop stars qui avaient les mêmes formes qu'elle ou alors plus ou moins ressemblantes, Jennifer Lopez, Beyoncé, commencent à cartonner. Qu'est-ce qui se passe? En fait, elles imposent un nouveau standard de beauté. Même si, en fait, vous les méprisez, même si vous les regardez de haut, même si vous vous dites que oui, elles méritaient, PUTE et tout. En fait, même si tout ça là, elles ont été écrasées, elles ont imposé un nouveau standard de beauté. Parce qu'à partir de là, les femmes blanches qui n'étaient pas du tout attirées par ces codes-là, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont vouloir devenir ces codes-là. Elles vont vouloir redevenir ces codes-là. Nous vivons dans le monde de ces femmes-là depuis environ 20 ans. Vous voyez la taille ultra fine, les lèvres redessinées, le BBL, la taille hyper sectionnée, là, tout ce qu'on voyait sur Instagram là depuis 10 ans, parce que là, du coup, on est repassé dans un autre monde. En fait, tout ça vient d'elles. En fait, toutes ces femmes, notamment Kim Kardashian, quand on voit Kim Kardashian à partir de 2009-2010, d'ailleurs quand elle sort sa chanson avec The Dream, son titre avec The Dream, quand vous regardez le clip c'est un hommage aux vidéos Vixen.
remettez-vous ça en tête, cette espèce de fausse pommade, limite on essaie un peu d'être métissé, on sait pas exactement tout ce qu'on est. Ben en fait tout ça là a été incarné c'est par ces femmes et le plus fou c'est que c'est en moins de 10 ans. C'est-à-dire que la vraie période des vixen c'est entre 2000 et environ 2009. À partir de 2009, 2008, 2009, elles sont de moins en moins vues vu qu'on n'a plus besoin d'elles. Ben en fait, dès qu'elles vont être complètement lessivées, ça va être repris par des corps blancs. Et vous comparez en fait, Kim Kardashian, Kylie Jenner et toutes les autres ont passé toute leur vie, et c'est assez fascinant, à vouloir devenir Melissa Ford, Esther Baxter, Gloria Velez, Buffy the Body, toutes ces femmes-là qui avaient été stigmatisées. Ben en fait, leurs attributs sont devenus commercialement rentables dès qu'ils ont été récupérés autrement. En fait, le BBL, ce n'est pas qu'une opération, c'est la traduction chirurgicale du corps des vidéos vixen. Et c'est d'autant plus fou que, c'est pour ça que je le précise, si vous regardez Lil' Kim et vous regardez Foxy Brown par exemple, elle ne ressemble pas à ces femmes-là. C'est-à-dire que c'est un prototype précis d'un certain corps de femmes noires et de femmes latinas qui a été repris. C'est d'ailleurs pour ça que c'est encore plus fort et encore plus simple à observer. Je tiens à vous dire une chose importante, c'est que beaucoup d'entre elles sont très jeunes. C'est-à-dire que oui, on peut les juger en étant durs, en disant ouais mais qu'est-ce qu'elles faisaient là-bas et tout. Mais il faut se souvenir que c'est souvent des filles de 17 ans, 18 ans qui en fait sont trop contentes de retrouver leur rappeur préféré, d'être dans des univers clinquants. Et je ne les excuse pas, mais on peut comprendre quand on voit comment certains d'entre vous défendent leur star favorite, à quel point ça peut être glorifiant pour une jeune fille de se dire que je vais montrer comment je suis belle dans le clip de mon rappeur préféré ou alors d'un rappeur connu simplement en fait. Donc je pense que ce n'est pas à négliger qu'il y ait une influence forte sur la célébrité, sur l'exploitation de ces femmes-là, parce que quoi qu'on puisse me dire, ça a été une exploitation incroyable parce qu'elles sont toutes sorties de là pour retrouver quasiment des petits métiers pendant que l'industrie a continué à se faire des milliers d'argent avec toutes les autres célébrités sur leur dos et que 15 ans après, toutes les influenceuses du monde ont essayé et voulu leur ressembler. Encore une fois, les lèvres pulpeuses, le corps en guitare et tout ça là, c'est une envie folle d'aller danser dans un clip de 50 Cent. Et ça, quoi que vous puissiez dire, une énième fois, vu que nous arrivons à la fin de cette vidéo, c'est changer le monde. Il n'y a pas que Catherine Jackson qui a changé le monde, les enfants. Haha. Bref, nous arrivons donc à la fin de cette analyse sur les vidéos vixen et leur impact incroyable sur la société dans laquelle nous vivons. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'est-ce que vous pensez aussi du fait qu'effectivement, maintenant que les codes ont changé, on voit que les Kim Kardashian et plusieurs autres influenceuses reviennent à un look beaucoup plus soft. Et ça, c'est aussi super intéressant. Et c'est pour ça que j'ai fait la liaison avec les chanteurs de soul des années 60. C'est parce que quand quelque chose ne t'est pas, comment dire ça, quand tu n'incarnes pas quelque chose tous les jours, tu peux venir le prendre et après le jeter. C'est-à-dire que c'est exactement ce qu'elles font. Bon, maintenant que la mode va passer ou est en train de se terminer, elles vont retirer les implants, elles vont redevenir les femmes jolies et sexy de Hollywood. Mais les autres femmes là, qui elles ont été exploitées, resteront toujours les mêmes femmes en fait. Leurs corps resteront toujours leurs corps et et ça ressemble à l'histoire de beaucoup de chanteurs. Mais dites-moi ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez que elles ont mérité ce qui leur est arrivé? Vous pouvez le penser, c'est votre liberté de penser. Moi, je ne le pense pas. Je pense que l'industrie a été extrêmement mauvaise avec elles, que plusieurs d'entre elles voulaient devenir chanteuses. Et on a vu que ça n'a mené à rien, parce qu'aussi, je pense qu'il y avait le stigmate de cette réputation-là. J'en connais une seule qui avait testé de faire des chansons en 2007-2008. Et c'est intéressant de voir d'ailleurs que dans le milieu, on les appelait pas vidéo vixen, que dans le milieu, on les appelait vidéo hoes, ce qui résume tout en fait, parce que vidéo hoes ça veut dire les PUTE des vidéos, donc pour eux c'était vraiment pas des filles respectées ou à respecter dans leur esprit en tout cas. We're intelligent. There's a spectrum. The video model and the video hoe. I've never ever felt like I needed to, offer myself sexually. Mais est-ce que vous aviez une préférée? Que pensez-vous aussi des révélations de Karine Stephan? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont choqué? Est-ce que vous pensez que elle a exagéré pour son livre? Est-ce que vous trouvez la réaction des médias vis-à-vis d'elle, de Tyra Banks et de tous les autres durs ou alors légitimes? Dites-moi tout dans les commentaires. Est-ce que vous avez vécu cette période? Pour ceux qui ne l'ont pas vécu avec le recul, comment vous la voyez aujourd'hui? Est-ce que c'est une époque saine? Est-ce que c'est une époque malsaine? Voudriez-vous, si Dieu vous donnait l'occasion de refaire le monde, que ça se passe exactement pareil?
Dites-moi tout dans les commentaires. Et à très vite pour une nouvelle vidéo. Cette histoire révèle aussi par rapport à Karine Stéphane le fait que dès qu'une meuf est super belle, comme dans la vraie vie, tout le monde la veut. Dès que tout le monde l'a eu, bah, elle a plus de valeur. C'est comme ça, en fait, que c'est façonné parce que Karine Stéphane a des histoires sur tout le monde, sur tout le game. Lil Wayne, enfin, là, je vous ai donné des extraits, mais elle a des histoires avec tout le monde. Et je me dis, si elle a eu des histoires avec tous ces gens-là, et que personne n'a pu l'aider à la fin, c'est que vraiment c'était en mode, quand elle était la meuf du game, tout le monde la voulait. Et dès qu'elle est passée de mode, elle était peut-être toujours aussi belle, mais plus personne la voulait. In films and in videos, but especially in videos, the video world has become almost like a cult kind of environment where you have a particular group of video girls and you're known as video girls. And, you know, and there are different types of video girls. You can be the dancing girl, the model girl, the actress girl. And it's very easy to be exploited in that particular field because videos, you have 3 minutes to prove yourself. In those 3 to 4 minutes, you have to be the most exciting, the most beautiful, the most voluptuous. And it's difficult to do that and still come across as intelligent. A lot of times you can't have both. And so you end up in some way partially exploiting yourself to get the attention and the money and to raise your rates and stuff. And I found that it can be done and it can be done tastefully, but you have to number one, take yourself seriously and not the job. Don't take the job so seriously, and other people will respect what you do as long as you keep grounded. Mais il y a un truc super intéressant sur lequel je veux discuter avec les fans de hip-hop. Vraiment, un truc très honnête. Il y a une interview de Karine Stéphane avec un journaliste. Il lui pose une question que je trouve vitale. Génial même, en vérité, la question. Parce que lui, il est sincère quand il lui pose la question. Et je pense que beaucoup de femmes vont se sentir violentées, mais j'espère qu'elles vont comprendre la profondeur du truc. Parce qu'il lui dit, pourquoi tu as snitch? Why now, at this point in your life, snitch in a sense? Is that what you're calling it? That's what it is. En fait, je trouve que cette question est géniale. Parce que pour lui, le livre de Karine Stéphane, c'est du snitching. Elle a snitch. En fait, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, le snitching, c'est le fait de balancer des infos à la police ou au grand public, aux médias, sur un crime ou alors un complice. Et dans la rue, c'est vu comme la pire des trahisons. Si tu parles, tu une balance. Ouais, l'affaire de Gunna Young Thug. Enfin, d'ailleurs, c'est amusant parce que ça s'est retourné contre Young Thug notamment. Mais en fait, en gros, si tu es un rat, t'es la pire espèce humaine. Faut pas dénoncer. D'ailleurs, Drake est une snitch. Regardez, il a perdu le clash et il est allé dénoncer à la police. Enfin, lui, c'est vraiment, en vrai, la pire des raclures dans tous les sens du terme. Si on repart sur les codes de la rue. Mais du coup, est-ce que vous comprenez pourquoi cet homme se sent légitime de lui dire à elle qu'elle a snitch? Parce que véritablement, aussi tordu que ça le soit, dans les codes de la rue, il a pas tort. Mais maintenant, s'il n'a pas tort, mais ça montre aussi à quel point ça peut être toxique et malsain. Parce que pour elle, vu tout ce qu'elle a vécu, en tout cas qu'elle dit avoir vécu, bah c'est hyper violent de dire finalement que c'est comme ça que ça se passe dans la rue, tu te tais ou tu ne fais plus partie des nôtres. Du coup, pour vous, 2 questions. Est-ce que pour vous, elle a snitch? Est-ce que pour vous, c'est du snitching? Ou est-ce qu'elle n'a pas snitch? Et 2, est-ce qu'elle a eu raison de le faire? Parce que qu'est-ce qui la différencie de quelqu'un qui ne dénonce pas un crime? Ah, c'est une bonne question, ça. J'ai la réponse parce que je sais que les fans de rap vivent constamment dans une dichotomie cognitive. Donc, ça va faire réfléchir à ça. Bye, Stevie.